Bonjour. Donc, je vais essayer de commencer avec la correction des premiers exercices concernant Java. Donc, ce sont les premières étapes nécessaires à connaître pour réussir déjà à créer un programme qui marche et par la suite manipuler des données et en même temps essayer de faire quelques opérations sur ces données-là. Ces opérations sont élémentaires et par la suite, nous allons essayer de faire évoluer les choses pas à pas. Donc, il s'agit d'un premier exercice dont l'objectif principal est de connaître comment créer un programme en Java exécutable. Et le deuxième exercice, ça concerne le traitement des données. D'accord, dans lequel il faut savoir à la fois analyser, interpréter, corriger et prévoir le résultat. Donc ça, c'est important pour un débutant. Il faut qu'il soit capable déjà de voir un programme et il peut comprendre est-ce qu'il contient des erreurs, oui ou non. D'accord, en commençant par les choses les plus basiques. Parce que la plupart des fois, il y a des débutants qui ont des erreurs simples dans des programmes et ils ne savent pas comment corriger. Parce que même comment corriger une ligne de code, c'est très simple, mais il faut juste avoir une petite habitude pour pouvoir, c'est-à-dire corriger ces... Voilà, donc par exemple, pour celui-là, il faut interpréter chaque ligne et donner son résultat, quel est le périphérique utilisé, ainsi de suite. Ici, il y a quelques erreurs qu'il faut savoir corriger. Parce que dans, euh, parce que dans le, pardonnez-moi, donc je dois allumer le DataShow. J'étais en train de dire, par exemple, pour ce programme, il y a des erreurs qu'il faut savoir corriger. Donc, si jamais vous avez un éditeur, par exemple Eclipse, vous avez des rouges quelque part, il faut savoir connaître l'erreur et proposer la correction adéquate. Donc aussi, il y a autre type, d'accord, d'erreurs qu'on peut avoir, donc il faut savoir les corriger. Alors, une fois être capable de faire des opérations complémentaires, élémentaires, le troisième exercice normalement vise à créer tout un programme qui doit fournir le résultat suivant. Supposons que nous avons un code initial, nous devons être capables de le compléter pour pouvoir avoir ce résultat d'affichage. Donc cet atelier a cet objectif-là. Comprendre, corriger, interpréter, compléter un code source. Donc ce sont des petites compétences et c'est même cette même logique de voir la chose jusqu'à avoir un code source de taille qui a une taille importante. Donc c'est juste l'habitude qui va jouer son rôle. Voilà. Alors je vais commencer par le premier exercice. Le premier exercice, je rappelle que l'objectif est de savoir créer un premier programme exécutable. Il y a des étudiants qui essayent de créer un programme, mais dans la plupart de temps, le programme ne s'exécute pas et ils se posent la question pourquoi ce programme ne s'exécute pas. Même ce genre de questions, il y a des certifications Java, par exemple niveau 1, vous pouvez avoir cette question. Vous pouvez vous poser la question, mais c'est quoi la différence? Mais il y a des différences derrière. Parce que pour pouvoir exécuter un programme, il faut respecter la syntaxe complètement. Donc ici, nous sommes en train de dire que pour créer un programme Java exécutable, il faut des étapes à suivre. Il faut des règles à respecter. Par exemple, ici, on constate que le main ou bien ce programme n'est pas exécutable. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argument ici doit être un tableau de chaîne de caractères et pas une chaîne de caractères. Donc ce programme, si on va proposer une correction, ce programme n'est pas exécutable. Pourquoi? Alors, est-ce que non, d'accord, justifier le paramètre, le paramètre de la méthode main
n'est pas un tableau de chaîne de caractères. D'accord, un tableau de chaîne de caractères. Donc c'est ça la justification. Pour le deuxième programme, on voit que toutes les choses sont là. D'accord? Il y a la méthode main avec la signature qu'il faut, même l'absence de public le rend non exécutable. L'absence de statique le rend non exécutable. Un ensemble de choses. J'ai pas énuméré toutes les erreurs possibles, mais j'ai essayé de faire le nécessaire. Alors ici, il y a un tableau de chaîne de caractères et la méthode main avec toute la signature ainsi créée correctement. Donc c'est exécutable, justifié, parce que en fait, la signature de main est correcte, d'accord? Plus le paramètre de main est aussi est bon, est correct. Voilà. Alors ici, le main, ça c'est un autre nom. Le nom de la méthode main doit être tout en minuscule et s'écrit comme ça. M-A-I-N. Ici, le M majuscule, c'est pas connu pour lui. Il ne s'agit pas de la méthode principale. Donc ici, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, absence de la méthode main. D'accord? Elle n'est pas présente. Alors ici, je pense c'est répété, c'est la même chose. Mackenzie tableau, la même chose ici. Ah, donc la même chose. Oui, la même chose. Oui, le mot statique absent. Très bien, très bien. Oui, 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 très bien. Donc ici, je vais corriger la question. C'est-à-dire, il fallait mettre ici un tableau de chaîne de caractères. Par contre, le mot statique n'existe pas. Donc, main, c'est une méthode de la classe programme. euh, méthode membre, si vous voulez dire. C'est le jargon orienté objet. C'est une méthode membre. Il ne s'agit pas d'une méthode statique. Donc ici, non. D'accord? Il n'y a pas de respect. D'accord? On ne respecte pas la signature de main, ou bien autrement dit, absence de statique. Oui? En fin de compte, les crochets, je reviens à celle qui est exécutable. Donc exécutable, oui. Donc ces crochets-là, on peut soit les mettre ici, soit... Donc là, il y a deux changements possibles que tu peux effectuer dans la fonction. Soit déplacer le crochet après le nom de l'argument, toujours il signifie un tableau de chaîne de caractères. Donc soit le mettre après ou bien avant, ça signifie la même chose. Il n'y a pas une différence. Et autre chose que tu peux modifier, tu n'es pas obligé de nommer args le paramètre. Donc voilà les principales choses pour réussir à écrire un programme exécutable. Alors maintenant, pour cet exercice, les données de type primitif, donc on gère les données, les opérations élémentaires et conditions, d'accord, pour tout ce deuxième exercice. Donc la question c'est la suivante. Que fait chaque ligne parmi les lignes suivantes et quel est le périphérique utilisé à chaque ligne? Donc ici il y a le programme. On souhaite répondre à cette question-là. C'est-à-dire, voilà les lignes 4, c'est-à-dire, on va dire, créer la variable, d'accord? Créer ou bien déclarer, de préférence, déclarer deux variables, d'accord, x et y, deux types, de préférence deux types entiers, bien de type int, d'accord. Int c'est un entier. La ligne 5, mettre, c'est une affectation. Je préfère dire affectation. Affecter la valeur 5 à x, ou bien, autrement dit, mettre 5 dans x. Mettre 5 dans x, d'accord. La ligne 6, calculer, d'accord, calculer 5 plus 6, et puis mettre le résultat. Mettre le résultat dans y, d'accord. La ligne 7, afficher les valeurs de x et y sous la forme, par exemple, sous la forme
Voilà, parenthèse, valeur. Par exemple, ici, il va afficher 5, 11. Comme ça, il va afficher sous cette forme. Alors, je reviens. Quel est le périphérique utilisé à chaque sélection? La ligne 4, normalement, le périphérique utilisé, la mémoire. D'accord? Bien la RAM. La ligne 5, voilà, la RAM. La ligne 5, toujours la RAM. La ligne 6, microprocesseur. C'est pas, le microprocesseur, c'est pas un périphérique, mais c'est pas grave. On va dire microprocesseur qui est utilisé pour calculer. Microprocesseur, plus RAM. C'est le microprocesseur, il va communiquer le résultat trouvé à la RAM. Le dernier, c'est écran. D'accord? L'écran. Voilà. Donc maintenant, on comprend de quoi il s'agit. Alors ici, dans le programme 1, préciser les erreurs des lignes 6, 8, 9, corriger ces erreurs. Erreur de la ligne 7, c'est-à-dire, je commence par déjà, on sait maintenant interpréter la ligne 4, il y a déclaration des variables de type entier et de type float. Ligne 5, c'est initialisation bien affectation de 5 à A et affectation de 5 plus 1 à B. Parce que maintenant A, il se trouve à droite, c'est une valeur. Il faut le voir comme 5. D'accord? Alors ici, c'est égal à A modulo B. C'est le... Oui? Ce n'est pas déclaré, oui? D'accord. Alors maintenant ici, normalement, j'ai le programme déjà écrit. Si je vais aller ici, c'est ça. Si nous sommes ici maintenant. D'accord? Nous sommes ici. Voilà, là, je vais... Ah non, j'étais déjà parlé à quelqu'un à propos de ça. Donc je vais le rendre tel qu'ils sont. D'accord? Voilà. Voilà, maintenant nous avons ce programme-là, exactement le même. Non, même le F n'est pas initialisé, je pense. Attendez. Revoir pour rendre la même chose. Donc, int A, int B, float F. Donc, float F. Int C, je peux pas. Voilà, ça n'est pas déclaré. Boolean, où il est? C'est ça. Ouais, il est où? C'est ça. Alors, c'est ça le programme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, la ligne 6, le C n'est pas déclaré. Mais quel est le type de C? Il faut connaître le type de ce résultat. Le reste de la division de deux nombres, c'est un entier. Donc, le C doit être entier. Donc, je dois le déclarer sous cette forme-là. D'accord? Maintenant, nous sommes dans D. D, je souhaite stocker dans D quel résultat? Le résultat de cette instruction. Le résultat de cette instruction, c'est-à-dire est-ce que A est supérieur à 3? Il va retourner une booléenne. Donc, le D, booléenne. D'accord? D. Pour le E, il va retourner il doit être capable de stocker le résultat de cette opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que A égale à B? Ici, est-ce que A est supérieur à 3? Retourner booléenne, c'est-à-dire oui ou non. Ah, oui ou non, c'est booléen, true ou false. La même chose ici, est-ce que A égale à B? Donc booléen. Donc la même chose pour E, booléen, E. Alors ici, nous sommes dans la ligne 9. A reçoit F. Ici, c'est-à-dire je mets quoi? Je suis en train de mettre, je mets l'aval de E, d'accord? L'aval de F dans, dans A qui est entier, d'accord? Le F de et les float, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que comme si tu vas mettre dans A 6,2. Mais 6 ne peut pas stocker quelque chose avec virgule. Donc pour pouvoir le faire, il faut la convertir. D'accord? Et ici, normalement, on nécessite une conversion. Mais ici, il y a double problème. Déjà, le F n'est pas... Regardez l'erreur ici. On va lire cannot convert. C'est vrai. Donc la première erreur qu'il a donnée, on ne peut pas faire la conversion. C'est un casting. Donc ici, il faut forcer la conversion. Forcer la conversion. La conversion de type. D'accord? C'est-à-dire, on va forcer la conversion de type. Comment la forcer?
par ça. D'accord? Entre parenthèses int. Donc, pour convertir par la suite n'importe quelle valeur à une autre valeur, il faut mettre entre parenthèses l'instruction ou bien la valeur. D'accord? Ici, la valeur de f, je vais mettre avant f, entre parenthèses, le type à obtenir. Je cherche int, je mets entre parenthèses int. C'est ça la syntaxe, ça s'écrit de cette manière-là. Mais maintenant, il nous donne une autre erreur. Il faut savoir la lire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez ici. The local variable f may not have been initialized. C'est-à-dire la variable f n'a pas été initialisée. Est-ce que tu vas mettre... qu'est-ce que tu vas mettre exactement dans A? Il faut initialiser le f. Le f, c'est un float. Donc, si je vais mettre 6, c'est bon. Pour lui, c'est un float, le 6. Mais si je vais mettre 6,2, ça ne marche pas. Donc, ici, il faut l'accompagner par un f pour dire que maintenant, le f, c'est un float. D'accord? Ça ne dit pas ce nom-là, mais le f. D'accord? Si je vais mettre ça comme, je ne sais pas, x, d'accord? Donc, voilà, pour ne pas avoir confusion. D'accord? Donc, maintenant, c'est ça la bonne démarche. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la conversion. Donc, dans x égale à a, l'inverse, c'est-à-dire le float qui va recevoir en entier, c'est-à-dire, déjà, comme vous avez vu dans les ensembles, l'ensemble des réels inclut déjà l'ensemble des entiers qui est n, grand N. Donc, tous entiers, c'est un float. Par contre, tout float n'est pas un entier. Donc, c'est pour cela qu'on doit faire la conversion. Donc, ici, déjà, la conversion, ça passe de manière implicite. On va dire implicitement, elle est là. Mais ici, je dois l'expliciter, c'est-à-dire je dois la mettre. Donc ici, soit tu le mets pas, c'est pas grave, mais je peux le mettre. Ici, float. Je peux mettre ici ça. Mais ça change rien, parce que c'est implicite. Donc tu peux l'expliciter, mais ça reste implicite. Donc voilà, donc la dernière question concernant cet exercice-là, c'était quoi? Alors, ici, je suis ici. Alors, la ligne, pourquoi la ligne 9 contient une erreur, tandis que la ligne 9, la ligne 10 ne contient pas d'erreur? Ici, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas mettre un float ou bien une valeur float, d'accord, une valeur float dans une variable int, d'accord. Euh, la ligne 10, elle est correcte, on peut faire, d'accord, on peut mettre un entier ou bien une valeur entière, une valeur, parce que je mets les valeurs entières dans une variable de type float. D'accord? Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est la conversion. Conversion de type. Je dois faire la conversion. La conversion, on l'appelle casting. Et quel type de casting? Casting, il y a deux types. D'accord? Deux types de casting. Deux types. Deux types de casting existent. Soit le upcasting ou bien le downcasting. D'accord? Le upcasting, c'est explicite, c'est implicite plutôt. C'est-à-dire aller de plus petit vers le plus grand. Le downcasting, de plus grand vers le plus petit. C'est-à-dire R est le grand R, l'ensemble R est plus grand que l'ensemble N. Si je change de R à N, c'est de R à N. C'est le downcasting, je descends. Et des entiers vers, je monte, c'est upcasting. Alors, l'opération qui se trouve dans la ligne 9, est-ce qu'il s'agit d'un downcasting ou bien upcasting? Je, je, je- oui, oui.
Pour dire que, pour marquer que, c'est-à-dire si tu vas utiliser uniquement 6.2, ça va pas marcher. D'accord? Pour marquer qu'il s'agit, Il faut prendre juste la partie entière. non, 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 parce que maintenant, pour marquer comme quoi il s'agit d'un entier, il faut faire suivre le chiffre par f, tout simplement. Parce que votre collègue, il se pose la question, pourquoi on met le f? On met le f, c'est une règle. Tu as un nombre float avec virgule, s'il contient la virgule. S'il contient pas virgule, c'est pas ça. Tu peux mettre f, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais tu peux le mettre. D'accord? Mais si vous voulez dire, c'est implicite. Mais Même avec le F, elle peut continuer à l'utiliser en tant que float. oui, c'est un float, c'est un float. Le x c'est un float maintenant. D'accord? Et pour que l'initialisation marche, il faut ajouter le f à la fin. Non, mais c'est même pas quand même. Oui, c'est comme ça, c'est une règle, il n'y a rien à comprendre ici. Votre collègue cherche à comprendre pourquoi le f. Alors parfois, c'est comme ça dans le compilateur derrière, pour initialiser une variable de type float, s'il contient la virgule, c'est eux qui ont dit ça. Il faut ajouter un f. Il n'y a pas de justification ici. Tu veux initialiser un float, il faut ajouter un f. Le pourquoi, ça n'existe pas ici, parce que c'est une règle à suivre. Comme si tu es en train de dire, mais pourquoi nommer le main? Ou bien pourquoi tu mets minuscule? Mais c'est eux qui ont fait ça, c'est pas moi. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut parfois voir les choses. Voici la syntaxe qu'il faut respecter. Voilà, exactement. Et pour le considérer en tant que float. Par contre, double, c'est pas la peine de mettre ça double, il peut même inclure les f. Mais tu peux faire ceci. Alors pour double, double badass, c'est double de W égale. D'accord? Ça marche. Mais voilà, monsieur, parce que peut-être qu'on ne trouve pas F, il me considère comme bas. Donc, Voilà, pour peut-être éviter l'ambiguïté, mais ça dépend de ceux qui ont créé l'analyseur ou bien le compilateur du logiciel. Je reviens rapidement vers elle. Alors là, Bon, monsieur, on a donné D, il accepte, le compilateur accepte D, après le chiffre, la déclaration d'âme. oui, oui, ouais. S'il vous plaît. هنايا دابا عندنا un ensemble de choses. L'objectif est de savoir déclarer et initialiser. Donc, pour moi, s'il existe autre chose, par exemple pour le double, je ne suis pas votre collègue, il est en train de dire je peux mettre, je ne sais pas, 6.6D, c'est ça? Ah oui, ça peut Oui, marcher. exactement bien. D'accord. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Et je n'ai jamais utilisé le D. Je viens de le découvrir, c'est bien. Mais pour moi, tant que marcher, c'est implicite, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si je vais trouver un programme quelque part qui est écrit de cette manière, je dois comprendre qu'en quoi, pour pouvoir l'initialiser, il faut ajouter un D, c'est nécessaire. Comme le F. Ici, c'est obligatoire de l'ajouter. Donc, tu dois l'expliciter. Ici, c'est implicite. Pour le cas de ça, c'est implicite. D'accord? Alors voilà. Donc, maintenant, on va essayer de faire. Voilà. Donc, comment appelle-t-on les opérations des lignes 9 et 10? Alors, est-ce que la ligne 9, c'est un casting? La ligne 9, l'opération de ligne 9, c'est un casting. Mais est-ce que c'est un down ou bien up casting? Il faut lire de la droite vers la gauche. C'est-à-dire de la droite, c'est un float, et la gauche, c'est un entier. Je descends, c'est un downcasting. Downcasting. Et c'est un casting qui est... Il faut voir le sens de l'opération de la droite vers la gauche. Parce que tout ce qui est à droite, je vais le mettre dans la partie gauche. Donc c'est pour cela il faut aller dans ce sens. C'est-à-dire d'un float vers un entier. Donc il s'agit d'un downcasting. La ligne 10, il s'agit d'un upcasting. Et le upcasting, c'est implicite. C'est un casting implicite. Et ici, c'est explicite. Pourquoi il est explicite? Il faut le mentionner. Comme le cas de l'initialisation d'un float. Le F ici, tu dois l'expliciter.
Le D que vous avez dit ici, c'est implicite. Toi, tu le mets pas, c'est pas grave. Alors, maintenant, c'est bon avec le deuxième exercice. Alors, maintenant, voilà pour ce programme-là. Il y a, je suppose, d'après les programmes précédents, vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire la ligne 4, qu'est-ce que ça veut dire la ligne 5. Si je suis capable de connaître comment déclarer une variable, je suis capable de connaître comment déclarer un ensemble de variables. Si je sais comment initialiser une ligne, je dois être capable, ou bien une variable, je dois être capable d'initialiser un ensemble de variables. Rihna, dans la ligne 7, par exemple, on trouve dans la ligne 7, voilà, ça c'est, voilà, il y a une erreur quelque part, mais là, je programme 2, c'est pas grave. Il garde toujours l'erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Alors, on va aller vers programme 3. Programme 3, qu'est-ce qu'on a déjà dans la ligne 8? On commence par quelle partie? Parce qu'il y a égal, puis il y a égal. Il commence par l'opération extrême droite, c'est-à-dire note égale à 14. C'est-à-dire dans note, il y a combien? 14. C'est-à-dire dans la ligne head, qu'est-ce qu'il va mettre? Mettre 14 dans note 3, puis mettre la valeur de note 3 qui est 14 dans note 2. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter avec la ligne. Calculer la moyenne, on a ici la moyenne, d'accord, la moyenne, c'est marqué, la moyenne, calculer la moyenne de manière à quelque chose, d'accord? Alors, dans la ligne 10, voilà, la ligne 10, écrire l'instruction qui calcule la moyenne. Le commentaire de cette même ligne précise comment la calculer. Alors, pour calculer une valeur et la stocker dans une variable, je vais mettre moyenne égale. Je vais enlever ce commentaire-là par la suite. Moyenne égale quelque chose. Égale à quoi? Égale à exactement هذا. Voilà la somme des coefficients. C'est-à-dire ça, sur la somme des coefficients, ça c'est un opérateur sûr divisé par. Divisé par quoi? L'ensemble. La somme. Donc il faut mettre une parenthèse. D'accord? Ouvrante et fermante. Et je vais mettre cof 1 plus cof 2 plus cof 3. D'accord? C'est-à-dire ici, il va calculer la somme. D'accord? Il va calculer ce chiffre-là et il va faire la division entre les deux. Voilà, la moyenne est calculée. Mais de préférence la mettre dans la ligne 10, voilà. Alors, maintenant, il y a une erreur. Regardez ici, on va la lire tout simplement. Else, syntax error on token else, delete this token. Il te dit delete this token, tu vas supprimer? Non, tu ne vas pas répondre à l'objectif. Mais ici, parce qu'il y a une règle qui dit voilà, pour dans le bloc if, ça c'est le bloc if, tu as combien d'instructions? 2, donc plus qu'une instruction. S'il s'agissait d'une seule instruction, c'est pas grave. D'accord? Mais l'initialisation des coefficients. Je ne les ai pas initialisés. Ah oui, même ici dans le programme. Ah oui, on a déjà. Voilà. 1, 2, 3. Très bien. Donc, cof 1 égale à combien? Égale à cof 2 égale à 3. Cof 3 égale à 4, c'est ça? Cof 3 égale à 4, c'est ça. Cof 2. Voilà. Donc l'initialisation, ça marche. Maintenant, on va mettre la deuxième instruction qui est ici sous. Qu'est-ce qu'il y en a? Félicitations. Félicitations. Alors, on a quel le problème? Syntax error. Si on va enlever cette instruction, il n'y a plus l'erreur maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule instruction. Mais dès que tu as mis une deuxième instruction, il y a erreur. C'est-à-dire, la règle dit quoi?
Si le bloc if contient plus qu'une instruction, avant le else, si le else est présent, il faut entourer le bloc par accolade ouvrante et accolade fermante. Et regardez ici, système.out.println non validé, plus d'efforts à faire. Est-ce que cette ligne 19 fait partie de else? Non. Parce que même si, regardez ici, moi l'objectif, j'affiche plus d'efforts à faire, quand est-ce que je l'affiche? S'il est non validé. Par contre, il va l'afficher toujours. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de else. C'est-à-dire l'exécution de ce bloc-là, elle est faite complètement. Et par la suite, dans tous les cas, soit la moyenne elle est supérieure à 10 ou non, il va exécuter l'instruction qui dit plus d'efforts à faire. Alors, on va exécuter le programme. Valider, félicitations, plus d'efforts à faire. Mais non, qu'est-ce qu'il donne? D'accord, c'est pas bien. Donc, il faut dire même l'instruction plus d'efforts à faire, il faut qu'elle soit dans le bloc de else. Pour la forcer qu'elle soit dans le bloc de else, il faut mettre des accolades ouvrantes et des accolades fermantes. Maintenant, il ne va pas afficher plus d'efforts à faire. Si la moyenne, elle est inférieure, donc maintenant, oui, il ne va pas afficher validé, il va non valider plus de... Maintenant, c'est logique. Donc, pour vous, en tant que débutant, si vous ne connaissez pas contexte, vous voulez mettre les accolades et ne pas les mettre, essayez de les mettre toujours, même s'il s'agit d'une seule instruction, d'accord, comme ça, même s'il s'agit d'une seule instruction qui doit faire partie d'un bloc, soit if, soit else, il faut les entourer par des accolades ouvrantes et fermantes, pour ne pas avoir confusion. C'est-à-dire, tu vas l'interpréter de cette manière. Si la moyenne est supérieure à 10, voilà le traitement que je vais faire. Ce traitement-là, soit qu'il contient une seule instruction, bien un ensemble d'instructions. La même chose que le bloc S. Donc voilà. Donc, mais pour maîtriser ça, il faut, en fait, il faut finalement refaire plusieurs exercices dans ce sens-là. Alors maintenant, l'objectif est d'avoir ce résultat. D'accord? Relevé de notes, non, Alibaba, et ainsi de suite. Donc, je vais copier tout simplement ce programme, supposons qu'il existe déjà. Donc, je vais le copier, programme 4, je ne sais pas où il est déjà. Voilà l'exercice 2, peut-être ça, programme 4. Voilà, si je vais l'exécuter, voilà, relevé de notes, il contient toutes les choses ici. Il contient le programme complet, j'imagine, non? Oui, je pense. ماشي هو هذا اللي j'ai déjà fait là. Voilà, il contient déjà moyen, machin. Voilà, je pense, je vais copier هذا. Vous êtes amené à terminer ce programme-là. Donc tout ce qui est à l'intérieur du main, je vais le prendre. Voilà, et pour pouvoir fournir le même résultat qui est... Voilà. De préférence, le coller dans un éditeur qui ne formate pas un texte. Parce que le Word, parfois, si tu vas faire un coller directement, il peut générer des erreurs de formatage, je ne sais pas. Je le colle ici pour éviter des erreurs et je vais le mettre dans ce programme-là, à l'intérieur du main. Voilà, et je vais le mettre. Très bien, si je vais exécuter maintenant, voilà, déjà, il va donner ce résultat-là. Regarde. Vous devez être capable de corriger le programme de manière à arriver à un résultat. En général, c'est ça. Dans grande application, il y a un résultat fourni et vous, en tant que développeur, vous êtes amené à corriger le programme de manière à adapter le résultat à l'utilisateur qui répond exactement aux besoins de l'utilisateur. Donc, relevé de notes, il y a relevé de notes, il n'y a rien changé. Regardez, relevé de notes, les tirés, ils sont là. Le nom Alibaba, il est là. Semestre 1, l'année universitaire, il est là. Donc, le module note validation. Donc, le module note validation, ils sont là. Mais Java 12, donc Java 12 XML, d'accord?
Il n'y a pas. Déjà, je dois aller directement vers l'emplacement dans lequel je fais quoi? Dans lequel je fais l'affichage des notes. C'est ici. Voilà, ici. D'accord? Parce que regardez le résultat, comment il est. Le résultat jusqu'à présent, j'affiche Java. Regarde, j'affiche Java. Il y a deux tabulations. Il y a la note N1, mais il y a XML collé. Moi, qu'est-ce que j'attends? Au moins, il faut retourner à la ligne. Donc, je peux faire ceci pour Java. Je réexécute. Donc, regardez ici. Donc, déjà, Java 12 et je reviens à la ligne. La même chose ici. Donc, ça marche. Je vais faire la même chose ici. Println. Regarde. Println. Println pour pouvoir retourner à la ligne à chaque fois. Voilà. Il reste la validation. Quand est-ce qu'est validé? Je pense qu'il y a les règles ici. Sinon, il faut comprendre que pour valider, il faut que la note soit supérieure à 10. D'accord? Voilà. Supérieure à 10. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais écrire? Ah, alors, if après, if, d'accord? N1 supérieur ou égal à 10, qu'est-ce que je vais afficher? Valider. Parce que c'est bien. Ah ouais, mais euh, où la mettre? D'accord? J'exécute pour voir. Regardez, normalement déjà, Java, il va mettre validé ici. Parce que là, il faut pas mettre ln. D'accord? Il faut la mettre ici. Vous voyez? Else, parce qu'il faut mettre le else. Sissou, non validé. Mais non validé avec un slash t. C'est-à-dire, si je vais mettre dans un 1, je vais mettre 9, il doit m'afficher non validé. Vous voyez? La même chose pour les autres. Donc, un petit copier-coller. Mais il faut faire attention dans copier-coller. Copier-coller, c'est très difficile. Ça peut te coûter 3 heures de vérification. Il se trouve où le problème? Et tu ne vas pas le trouver. Parce qu'au moment de faire copier-coller, tu as négligé le... Parce que ton programme, il est correct maintenant, compilation, exécution. Mais résultat, il est incorrect. D'accord? Parce que toujours, il va tester la validation, par exemple, pour un 2 représente XML. D'accord? Mais pour XML, il va afficher non validé. Regardez ici. Non validé, mais il est retourné à la ligne parce que, parce que déjà, il faut enlever header. Tu vas pas comprendre, mais pourquoi il affiche non validé. Par contre, j'attends validé. Mais tout simplement parce que tu n'as pas changé pendant le. Tu vas pas l'avoir. Si tu te concentres pas au début de coller, tu risques de perdre beaucoup de temps pour la retrouver. Donc, copier-coller, c'est bien, mais parfois ça risque d'embêter les. Donc là, 1, 2, voilà, maintenant ça marche. Voilà, donc elle a validé. La même chose pour onglet, donc au moment de copier-coller, donc je vais faire ceci. Et en même temps, n'oubliez pas de mettre ça. Et ici, un 3. Donc voilà. Donc vous voyez, pas à pas, le programme devient grand jusqu'à avoir, je sais pas, 1000 lignes dans une classe. Ça ne me dérange pas d'avoir 1000 lignes. Mais le plus important, c'est savoir les construire pas à pas. C'est ça le plus important. Donc voilà, nous avons non validé, 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 moyenne égale à machin. Je sais pas comment est-ce que la moyenne est calculée. Moyenne égale à m égale à combien déjà? Voilà, donc c'est bien. Alors maintenant, la dernière chose, c'est moyenne et la valider. Est-ce que déjà validé, oui ou non?
Donc, if m supérieur ou égal à 10, d'accord, si sous validé, semestre validé, else, si sous semestre non validé, d'accord. Voilà, donc ici je suis dans la validation de la semestre, voilà, semestre validé. Par contre, il faut la mention, il faut compléter la mention. Donc, quand est-ce que j'ai regardé les règles que j'ai disent que si, si la moyenne est entre 10 et 12, passable. Si la moyenne est ta. Mais comment tu vas écrire la condition? Ici, tu peux pas écrire ça comme, d'accord? Ça marche pas. C'est-à-dire ici, le m, tu vas le voir de cette manière. Il est supérieur à 10 et, d'accord, inférieur à 12. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. If m est supérieur ou égal à 10, and, c'est comme ça, d'accord? Le and, c'est cet opérateur. Inférieur strictement à 12. Qu'est-ce qu'on doit faire? 6 sous, d'accord? Quoi? Mention passable. Je vais pas dire des else, c'est pas grave. Donc, à chaque fois, je teste. Et je traite dans tous les cas. D'accord? Si le m est supérieur à 12 et inférieur strictement à 14, donc mention à bien. La même chose. S'il est supérieur ou égal à 14, il est inférieur à strictement à 16, la mention est bien. S'il est supérieur à 16, d'accord, et inférieur à 18, la mention est très bien. Sinon, d'accord, si la moyenne est supérieure à ou égale à 18, uniquement, et inférieure à 20, normalement, inférieur ou égal, si vous voulez dire. Supérieur ou égal, inférieur ou égal à. Excellent. Oh, oui, switch case. Case, on dit case, oui, tu peux, case, oui, oui, tu peux l'utiliser. Switch, oui, oui, bien sûr. Case, attends, je vérifie une chose parce que, voilà, donc on va faire, voilà, on va faire ça. Alors, attends, switch, d'accord, switch M, d'accord, case, case, je me rappelle parce que je me rappelle, case, case M inférieur à, case M supérieur à, ouais, non, supérieur ou égal à 10, supérieur ou égal à 10, et il va pas là, non, il faut enlever les parenthèses. Ah oui, à la place de ça, c'est la collade, oui. Switch. Switch. Parce que j'utilise switch case, je ne l'utilise pas. Voilà. Alors. On a déjà bainana, donc switch user. Switch entre parenthèses. Voilà la collade ouvrante. Switch entre parenthèses. La collade fermante. Comment? Case M, deux points, ciseaux. Ouais, je vais écrire la switch M. Attendez, donc je vais mettre int A égale int A égale à 4.
voyez? Donc, déjà, le switch, normalement, il accepte un entier. D'accord? Des valeurs limitées. Par contre, ici, la moyenne, il y a une infinité de valeurs. Et ici, tu peux pas dire case, la case boolean, case valeur entière. C'est ça la règle. Donc ici, case 1. Par exemple, system.out.println, machin. Par exemple, pour les jours, int jour, regarde, int jour égale, je sais pas, de 1, je sais que les jours prennent des valeurs de 1 à 7. Donc, case 1, donc jour égale à 1, case jour, c'est ça normalement. Il y a un nombre de possibilités limitées. Case, case 1, system.out.println lundi. D'accord? Case 2, mardi. Case, oui. Oui, Ou pour, effectivement, on ne peut pas faire des conditions dans le case. oui, On on peut peut pas. utiliser l'opérateur L'opérateur Turner. ternaire, Oui, c'est-à-dire ternaire. Turner est opérateur. J'ai pas compris, j'ai jamais utilisé ça. C'est juste shortcut pour if, oui, on met la condition point d'interrogation si la condition Ah est oui, vraie. je sais, oui, oui, regardez, ça parce que ça retourne une booléenne. Tu cherches à retourner une booléenne. Parce que regarde, booléenne, boolean B, par exemple, égale à true. Parce que le nombre de possibilités, toujours, c'est limité. Alors ici, case B, switch B, je vais mettre case true normalement ici, d'accord? Mais pourquoi il a pas mis d'ailleurs? Cannot switch an value to boolean only convertible int values. Strings or enum variables are. C'est-à-dire tu ne peux pas utiliser un type boolean, d'accord? Euh, donc voilà. Donc, le plus important, pour dans ce cas la moyenne, il faut utiliser le if-else. Le switch ne marche pas. D'accord? Alors si je vais mettre déjà euh, float, d'accord? M égale 12,2 F comme valeur. Et si je vais mettre float F, switch F, déjà le F cannot switch a value of type float, only convertible int values, strings or any. Mais le switch, il accepte même les strings. D'accord? Et des énumérations. D'accord? Énumération, c'est un autre type. C'est-à-dire, si je vais déclarer, on a vu pour les entiers, mais si tu vas mettre string s égale à, je sais pas, Ali, d'accord? Switch s, tu peux le faire. Switch s. Case tata, voilà ce qu'il faut faire. Parce que on ne sait pas quelle est la valeur de case Ali, voilà ce qu'il faut faire. Je sais pas, d'accord? Mais ça, c'est une petite parenthèse, d'accord? Le plus important, dans ce cas, pour calculer la mention, il faut qu'on utilise le if. Si la mention est un fait et entre ça et ça, voilà comment faire et ainsi de suite. C'est dans ce code source-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc, il vaut mieux utiliser ce code source. Et voilà. Donc ici, il y avait, si je vais exécuter ce code source, donc voilà la mention A bien. Pourquoi? Parce que déjà la moyenne, elle est 12,18. Maintenant, on cherche à modifier la note de manière à ne pas afficher la mention. C'est-à-dire si je vais avoir une moyenne totale moins que, voilà, donc ici une moyenne totale moins que 10, donc il ne doit pas afficher la mention, il doit afficher semestre non validé. D'accord? Si je vais mettre, je sais pas, 17, ici 19, donc déjà la mention, ça se voit qu'il s'agit d'une mention, c'est un calcul à faire. On va voir, voilà, 17, c'est la mention très bien, donc c'est correct. D'accord? Donc voilà, ça, en ce qui concerne, d'accord? Comment répondre à des objectifs. Voilà, tester les autres cas.
16 pour avoir ça, donc on a testé nous par autre valeur. Par la suite, on va voir peut-être des exercices dans le cas vous allez mal combiner le if else et ainsi de suite, ça donne un mauvais résultat. Mais pour le moment, il faut maîtriser ces petites opérations élémentaires qui contiennent le if else et ainsi de suite. Donc je rappelle que dans cet exercice, l'objectif, ou bien dans ce workshop, l'objectif était de savoir comment créer une classe exécutable. Et si elle n'est pas exécutable, il faut justifier comment. Ça, c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, il faut être capable, d'accord, que fait chaque instruction, d'accord, et quel est le périphérique utilisé derrière, est-ce que la RAM, est-ce que le microprocesseur, est-ce que l'écran, est-ce que, d'accord. Dans cet exercice-là, il faut être capable de connaître les types qu'il faut donner à des variables que tu souhaites stocker dedans des valeurs, et éventuellement faire les conversions qu'il faut. Donc ici, on connaît qu'est-ce qu'elle fait une opération en utilisant les différents opérateurs, à savoir le reste de la division, l'opérateur logique supérieur, l'opérateur qui teste l'égalité, ici la conversion de type, conversion implicite, explicite ou bien downcasting, upcasting. Et là, être capable en fait de voir, de connaître qu'est-ce que ça veut dire un bloc if, quand est-ce que je mets accolade ouvrante et accolade fermante, d'accord? Et ici finalement savoir compléter un programme pour aboutir à un résultat. Voilà, donc ça c'est l'objet de notre atelier et ça c'est la correction correspondant à cet exercice.